Dans la séquence précédente, nous avons abordé les phénomènes qui déterminent le fonctionnement des différents types de franchissement, pour vous guider dans la conception. Nous allons maintenant nous intéresser dans le même esprit aux catégories de la fonction portée. Comme vous l'avez compris dans la deuxième séquence, on peut classer en deux grandes catégories les éléments qui assurent cette fonction, selon qu'ils sont isolés et élancés ou surfaciques. Dans le premier cas, ils fournissent un appui en un point, on dit appui ponctuel. Nous classons dans cette catégorie les poteaux, colonnes, piliers, étais, câbles. Dans le second cas, les éléments offrent un appui le long d'une ligne. On dit aussi appui linéique. Nous parlerons alors de murs, de voiles, de panneaux, de refends. Le choix de l'utilisation de l'une ou l'autre de ces catégories dépend entre autres de l'organisation du plan général, de la nature des ouvrages à porter et des autres fonctions qu'on leur assigne. Dans cette séquence, vous vous êtes également familiarisé avec les formes et les matériaux des éléments destinés à soulever. Il s'agit maintenant de comprendre comment ça marche et quels sont les enjeux structurels associés à ces formes, à ces matériaux et au type d'assemblage. La bonne connaissance des phénomènes physiques qui s'y déroulent permet de développer les stratégies de conception appropriées. La fonction portée permet de fournir une force qui s'oppose à la gravité. Contrairement au franchissement, les éléments dont nous parlons ici par définition doivent relier un point bas et un point haut. Ils sont pour cela généralement verticaux, pour fournir le maximum de dénivelé avec le moins de longueur, mais également pour lutter efficacement contre la force de gravité, qui est également verticale. Les points d'appui sont généralement à la verticale de leur centre de gravité et à la verticale de l'assemblage avec ce qui est porté. Quand un élément est soumis à une force qui s'applique à son axe, on dit qu'il est soumis à un effort normal. Ce terme signifie perpendiculaire. La force est perpendiculaire à la section de l'élément. À part les câbles qui forment une catégorie relativement peu peuplée, tous les éléments qui portent s'appuient sur un point bas. Ils sont en compression. Ils raccourcissent légèrement sous l'effet de la force, même si ce n'est pas visible à l'œil nu dans la réalité. Vous pouvez faire l'épreuve de la compression quand vous portez un objet sur votre tête ou un enfant sur vos épaules. Bien que seules les surfaces hautes et basses soient soumises directement aux forces extérieures, la colonne est entièrement comprimée. Chacune de ces sections est en effet soumise au poids de ce qui est au-dessus. À tous les niveaux, la partie basse permet de porter la partie haute. Comme il a été vu lors de la séquence précédente, la force qui s'exerce d'une partie de la structure sur l'autre est appelée effort interne. Il s'agit ici de l'effort dit normal, dont la ligne d'action est perpendiculaire à la section et donc orientée dans l'axe de l'élément. Si on augmente les forces portées par les éléments, le câble s'étire et la colonne se raccourcit de plus en plus jusqu'à la rupture. Intuitivement, il semble naturel de penser qu'un élément plus épais résistera à une charge plus grande. Examinons dans un premier temps un poteau court qui doit porter un certain poids. Si ce poteau peut porter 2 tonnes avant rupture, alors un assemblage de 4 poteaux devrait pouvoir porter 4 fois plus, soit 8 tonnes, n'est-ce pas? Pour une même charge de 2 tonnes, ce gros poteau est donc moins proche de la ruine que le premier. A l'inverse, si on coupe en deux le petit poteau, cela paraît logique que la charge maximum soit elle aussi divisée par 2. Pour une même charge, le poteau le plus fin est le plus proche de la rupture. Autrement dit, la résistance du poteau est proportionnelle à la surface totale de la section du poteau. Ainsi, pour connaître l'état du matériau vis-à-vis de la rupture, il faut diviser la charge totale par la surface. On appelle contrainte ce rapport entre la force et la surface qui le résiste. Son unité est le newton par mètre carré ou PA. La contrainte qui conduit l'élément à la rupture s'appelle la contrainte ultime. Elle dépend du matériau dont il est constitué. Ainsi, on sait quelle surface donner à l'élément pour qu'il résiste à une charge donnée lorsqu'on connaît la contrainte ultime du matériau que l'on peut prendre. Égale à 15 mégapascales pour du bois de qualité moyenne, à 30 mégapascales pour un béton classique et à 240 mégapascales pour l'acier.
Pour se fixer les idées, un mégapascal ou 1 million de pascal correspond environ à une masse de 10 tonnes sur un carré de 10 cm de côté. Si chacun de ces poteaux doit porter la même charge, celui en béton doit avoir une surface 8 fois plus grande que celui en acier et celui en bois 2 fois plus grande que celui en béton. Nous savons donc quelle importance donner à un poteau court en rapport avec la charge qu'il doit porter. L'aire minimale de la section, S-min, doit en effet être au moins égale à la charge F, divisée par la contrainte ultime du matériau, sigma U. La même méthode peut s'appliquer pour un muret ou un câble. Mais alors que ce principe peut s'appliquer à un câble, quelle que soit sa longueur, il n'en est pas ainsi pour les poteaux, dont le comportement dépend de leur longueur. Pourquoi ?